Bonjour, j'ai intitulé ma communication «Baigner les enfants sans les noyer» en séance de langue et culture polynésienne, façonnage culturel d'une pratique effective sous tension. Alors ma communication part d'une problématique. Je pars du postulat que toute pratique est nécessairement culturellement située et je cherche à repérer en quoi les pratiques effectives des enseignants sont impactées par leur culture d'appartenance. Je m'appuie sur la théorie de la conceptualisation dans l'action de Vergniaud, qui regarde le schème comme organisation conceptuelle de l'action du sujet. Vinati a croisé la théorie de Vergniaud à celle de la linguistique interactionniste de Kerbrat-Orecchioni pour analyser les interactions verbales en classe afin d'élucider comment les acteurs agissent pour répondre aux nécessités de la situation de leur point de vue. Je prolonge ce croisement théorique par une approche multimodale qui prend en compte les dimensions à la fois verbales, non verbales et paraverbales constitutives de l'interaction, en référence à mon dada. Donc mon objet de recherche est de déterminer de quelle manière les éléments constitutifs des schèmes d'action des enseignants dans leurs interactions avec leurs élèves sont culturellement façonnés. J'ai conduit une recherche collaborative avec 4 professeurs des écoles volontaires. Pour chacune, nous avons filmé une séance LCP, suivie d'un entretien d'autoconfrontation, puis, plus tard, d'un entretien de coexplicitation. Donc, ça a consisté en une analyse partagée qui prend en compte leur point de vue. Quant à ma propre analyse, j'ai croisé les données en ma possession, vidéo et transcription, pour repérer les éléments de leur schème. Je vais vous présenter ici une étude de cas et notamment je vais vous présenter le schème d'action d'une enseignante en maternelle. Schème d'action intitulé «Baigner sans noyer» en référence à une métaphore employée par l'enseignante elle-même pour que les élèves adoptent un comportement scolaire en tahitien. Je vais vous présenter rapidement les 3 sous-buts qui composent ce schème, puis j'en viendrai dans un deuxième temps aux tensions qui existent au niveau épistémique et je conclurai par l'impact de l'imprégnation culturelle sur la pratique effective de cette enseignante. Nous avons donc un schème composé de 3 sous-buts. Et tout d'abord, l'enseignante vise l'apprentissage linguistique des élèves par imprégnation. Pour cela, elle procède à un bain de langage par écoute, répétition et imprégnation auditive, qu'elle estime adaptée au niveau de scolarité. Elle procède à une simplification syntaxique et une réduction lexicale en faisant primer la compréhension orale sur l'expression orale. Elle cherche à rendre la langue accessible et notamment en passant par des mots-phrases. Elle s'appuie sur les situations ordinaires que les élèves maîtrisent. Dans le cadre de cette séance, elle met en œuvre des ateliers conduits précédemment en français. C'est une séance d'art visuel et la langue d'enseignement, le réo, est utilisée en accompagnement de l'action en cours. Elle tient pour vrai que l'apprentissage chez les Polynésiens procède d'un processus d'imitation des gestes d'un expert. Et on a là l'apprentissage par imitation qui fonctionne comme un invariant opératoire pour l'enseignante. Elle utilise des procédés de modélisation, elle modélise et les élèves répètent, ou d'amorce et les élèves complètent. Et ceci soit de manière collective, ce qui permet un entraînement pour les élèves, ou bien individuel qui vise davantage pour elles à évaluer leurs capacités. Le deuxième sous-but consiste à socialiser scolairement les enfants. L'enseignante manifeste certains attendus en termes de comportement d'élèves. L'acculturation scolaire vise la prise de parole, l'écoute, la politesse, la réponse à des consignes scolaires simples et aux sollicitations de l'enseignant. La capacité à vivre en communauté fonctionne comme un organisateur puissant pour cette enseignante. Un cadre clairement balisé par le maître permet de structurer et de développer un comportement d'élève adéquat. Et ça, c'est un principe qu'elle tient pour vrai. Cela la conduit à adopter une position haute et dirigiste en conservant une grande part du volume de parole, en conservant l'initiative des échanges, les élèves étant en position soit de l'écouter, soit de lui répondre ou de répéter ou de compléter ses énoncés. Elle codifie ses attentes de manière gestuelle et la proxémie est très symbolique dans cette séance. Elle va rechercher la proximité en se rapprochant physiquement des élèves, ce qui va lui permettre d'être dans des échanges plus individualisés. Et au contraire, elle va chercher à marquer la distance avec ses élèves en se redressant, en se mettant debout, cette asymétrie devenant significative de son statut d'autorité. Et ça va la conduire plutôt à mener des monologues et à s'adresser collectivement à la classe. Le tout est renforcé par un marquage prosodique et une forte expressivité.
Elle utilise des procédés de ritualisation emblématiques, et notamment par l'usage d'artefacts, et je pense là particulièrement à la couronne de fleurs qui lui sert à symboliser le changement de langue, d'alternance codique. Elle utilise aussi le Patautau, qui est une codification emblématique du travail collectif à venir. Elle met les élèves en activité et maintient leur engagement, et cela prime parfois sur ses intentions didactiques. Elle enchaîne rapidement les activités, quitte à abaisser ses exigences didactiques. Par ailleurs, elle procède aussi à des actions de canalisation et de recadrage. Et à cet égard, elle est en multivigilance, c'est-à-dire que son attention simultanée est multifocale sur de multiples éléments de la classe. Et elle va notamment contrôler l'avancée du travail des élèves. En conséquence, elle intervient de manière systématique pour recadrer et couper court aux éléments parasites. Le troisième sous-but concerne la sécurisation de l'environnement d'apprentissage, pour que la séance de LCP se déroule dans un climat de sécurité pour les élèves comme pour elle-même. Elle va tout d'abord s'assurer de la compréhension, avec toutes les stratégies que j'ai évoquées avant, mais aussi grâce au recours au français de manière transitoire, c'est-à-dire qu'elle va accepter les réponses des élèves en français et embrayer elle-même en réo. Elle essaye d'être rassurante, et pour ça, elle va limiter les temps collectifs en favorisant plutôt les interactions duelles ou en petits groupes. Rassurer les élèves va passer aussi par la valorisation de leur réussite et de leurs efforts pour favoriser leur implication. Elle va préserver, et notamment pour les petits parleurs, des espaces de parole en installant et en faisant respecter les règles de demande et de prise de parole. Au niveau de la gestion temporelle, elle ressent et elle imprime une forte pression temporelle. Une séance de LCP, pour elle, est en principe relativement courte du fait de la faible concentration des jeunes élèves. Et de plus, cela représente un coût cognitif important pour elle. Elle se donne donc pour règle de clore rapidement la séance, d'écourter la phase collective, qui est inconfortable pour elle et qu'elle considère comme peu favorable à la concentration et à la compréhension des élèves. J'en viens au deuxième point de ma présentation. C'est particulièrement au niveau épistémique que se concentrent les tensions au cœur de son activité. Son rapport au savoir en contexte est bousculé par le poids des prescriptions et autoprescriptions. Tout d'abord, l'apprentissage par imitation. Elle ressent un paradoxe inhérent à l'hybridation dans la rencontre entre culture scolaire à l'occidentale et culture de la transmission à la polynésienne. Chez elle, deux rapports au savoir s'affrontent qui rendent compte de la coexistence de deux cultures distinctes. D'un côté, une culture polynésienne centrée sur les savoir-faire, et de l'autre, une culture française dominante valorisant les savoirs savants. Sa lecture des programmes la tiraille entre sa conscience du devoir, c'est-à-dire se conformer aux injonctions, et sa propre sensibilité pédagogique et didactique. Et ce tiraillement a des répercussions sur son sentiment de compétence. En situation, son activité est en cohérence avec ses convictions profondes. Malgré l'imposition peut-être fantasmée d'une culture scolaire valorisant l'intellectualisation, c'est sur le principe d'apprentissage par imitation qu'elle tient pour pertinent qu'elle va déployer son activité d'enseignement en se montrant dirigiste et modélisante. Deuxième tension, au niveau instruire ou éduquer. Alors qu'elle affiche un rôle d'instruction des élèves, une grande part de son activité est en fait orientée vers leur éducation pour leur inculquer les codes du comportement scolaire. L'objet de savoir réel est de nature sociale, ce qui l'a conduit à ne pas le lier à l'instruction, mais à l'éducation. Et on voit là comment pour elle, il est difficile de conceptualiser le rôle qu'elle s'attribue. Troisième point, c'est ce coût cognitif important, ce poids de l'enseignement des LCP. Et ça touche à son sentiment de compétence au regard de l'auto-attribution d'un rôle modélisant du maître. Elle est en insécurité par rapport spécifique aux séances de tahitien, à la fois sur les plans linguistiques et didactiques dans le champ des LCP. Au niveau didactique, elle déplore l'écart entre les injonctions qu'elle a reçues lors de sa formation initiale et les prescriptions actuelles. Elle vit une tension au niveau des objectifs assignés à l'enseignement des LCP. Elle privilégie la transmission linguistique alors qu'elle est enjointe par les programmes officiels de contribuer à une transmission patrimoniale plus globale, notamment des pratiques culturelles traditionnelles. Or, du fait de sa propre éducation, elle ne se considère pas comme une défenseuse de la cause patrimoniale et de la transmission culturelle dans le cadre scolaire.
Elle ressent un inconfort lié à l'idéologie de pureté de la langue. La langue utilisable selon elle auprès de ces jeunes élèves est trop complexe pour eux et nécessite des opérations de transformation linguistique qui lui demandent un effort considérable. Elle est tiraillée entre recours provisoires mais néanmoins nécessaires au français et principe de séparation des langues. Elle reconnaît l'intelligence et les capacités linguistiques des élèves qui utilisent le mélange et regrette que celui-ci soit discriminé dans le cadre scolaire, ce qui provoque chez les élèves des phénomènes de honte, de refus, voire de rejet qui conduisent à la progressive disparition de l'usage du tahitien et renforcent la situation diglossique. En conclusion, j'avais abordé l'impact de l'imprégnation culturelle sur la pratique effective. Comme vous le voyez sur le schéma, les enjeux épistémiques, relationnels et pragmatiques dépassent le strict cadre de cette séance. L'enseignante sollicite fortement la dimension relationnelle, marquée sur le schéma par le pôle R, laquelle est en tension permanente entre proximité et distance pour satisfaire à la fois la nécessité de donner aux enfants l'envie d'être élèves et l'inculcation d'un comportement de type scolaire. Ce dernier correspond à une condition nécessaire à la conduite pragmatique de la séance, pôle P. Il est aussi indispensable pour elle de mettre les élèves en situation d'apprendre par imitation. Ça, c'est le pôle E, épistémique. Et selon qu'elle se donne le rôle d'instruire ou d'éduquer, les rôles pragmatiques et épistémiques, ces deux pôles-là, sont appelés à se rejoindre. Par ailleurs, sa manière de déployer son activité est nourrie de ses expériences culturelles, notamment ses pratiques religieuses à l'école du dimanche, concernant la place du réo, la distribution de la parole et la conformation à un certain type de comportement. Ces pratiques aussi professionnelles. On voit l'impact des prescriptions qui sont tantôt inhibantes, tantôt engageantes au gré des évolutions didactiques pour elles, et aussi ces expériences d'animatrice puis de formatrice dans les métiers de l'animation. Alors, ces expériences culturelles en termes d'expériences linguistiques, de pratiques linguistiques. Le schéma de bain de langage par familiarisation et imprégnation reflète un parfait parallèle avec ses propres expériences d'acculturation linguistique. Et enfin, ces pratiques communautaires. Le Patautau est utilisé chez elles comme ressource pour enseigner et susciter l'envie des élèves de faire ensemble. L'activité de l'enseignante est à la fois soutenue et orientée par ce sentiment d'appartenance au sein de la communauté que représente la classe. Pour conclure, mes résultats vont dans le sens de la reconnaissance d'un isomorphisme, c'est-à-dire que de manière plus ou moins consciente, l'enseignante déploie son activité en classe à l'image de la transmission pratiquée plus largement dans son environnement culturel. Pour autant, cela n'exclut en rien les tensions liées au propre positionnement de tout enseignant quant à son interprétation de ce qui doit être transmis culturellement en contexte scolaire. Je vous remercie.